Chapitre 1. Le bal à Denbridge Hall. Il semble que mon destin soit d'arriver dans les maisons les soirs où les apparences sont les plus trompeuses. Les lampes, les rires, la musique entraînante, tout cela forme le costume d'une gaieté toute anglaise. Pourtant, sous ces apparences, s'agite le vieux et persistant drame humain qui se passe d'orchestre pour s'annoncer. Ce soir-là, à Denbridge Hall, avec les lustres flamboyants et les masques glissant tels des fantômes au clair de lune, j'ai senti, sans pouvoir dire pourquoi, que la gaieté avait emprunté un visage qui ne lui était pas tout à fait propre. Denbridge Hall appartenait à Lady Eugenia Tavistock, veuve du 4e baron, une femme qui avait perfectionné l'art du sourire en évaluant la lignée bancaire et les perspectives d'avenir d'une personne. Elle avait décrété dans un accès de tyrannie bienveillante que le village bénéficierait d'une mascarade caritative. Cela faisait des années que je n'avais pas vu un tel rassemblement, et peut-être jamais un aussi splendide, car Lady Eugenia croyait à la splendeur comme les autres femmes croient aux Écritures. J'accompagnais Hercule Poirot, mon ami aux multiples aventures, qui avait été attiré non par les paillettes, mais par une lettre. La lettre était arrivée 2 jours plus tôt, légèrement parfumée et écrite d'une écriture fine et précise, anonyme, mais féminine, avec une délicatesse qui ne pouvait dissimuler totalement son urgence. « Venez, monsieur Poirot, à Danbridge le soir du bal masqué. Il y aura du danger dans la salle de bal. Les visages seront vides, et l'heure exacte. » L'heure était indiquée, 10h40. Rien de plus, pas de signature, pas d'adresse, si ce n'est le nom de la maison et la date du bal. Poirot, qui est le moins sensible des hommes au mélodrame théâtral, avait simplement tapoté le papier avec l'index et dit « C'est une invitation à une représentation, Hastings, et la chose la plus courtoise au monde est d'accepter une invitation. » C'est ainsi que nous arrivâmes. C'était fin octobre, et malgré la fraîcheur de l'air, la longue allée était réchauffée par les lampadaires qui éclairaient l'avenue. Le manoir lui-même, une ancienne affirmation d'autorité géorgienne, brillait dans l'obscurité avec une centaine de flammes de bougies capturées dans des vitres. Un soupçon de brume planait dans les prairies basses et entourait le bassin d'agrément, mais les pelouses hautes étaient un clair, et les étoiles avaient l'éclat précis des pierres dans un jeu d'enfant. Nous présentâmes nos cartes, une simple formalité dispensée avec la même grâce aux comtés et à ceux qui y aspiraient. À l'intérieur, la salle de bal ravissait les yeux. Le sol brillait comme un lac, et au-dessus, 3 grands lustres, fiers sans être vulgaires, éclairaient la soie et le satin, les dominos et les pourpoints. Des masques s'agitaient, des arlequins avec leurs diamants, des colombines aux joues blanches et aux bouches souriantes, un sénateur romain dont la toge trahissait un excellent tailleur, et un Henri VIII dont la barbe transformait sa danse en farce. Lady Eugenia, magnifique comme une reine du XVIIe siècle, vêtue de velours d'une teinte prune froissée, reçut sur une estrade de fleurs, à côté d'un piédestal doré sur lequel se dressaient de grands lys dans une urne d'argent. « Des lys blancs » murmura Poirot. Il était resté immobile sur le seuil, comme à son habitude lorsqu'il entre dans un lieu important. « Un choix audacieux pour un bal, mon ami. Ils imposent le silence. »« Silence !» m'écriai-je, car l'orchestre venait d'entamer la dernière valse du premier recueil, et le sol était par conséquent tout sauf silencieux. Poirot sourit. « Je ne parle pas des oreilles, mais du cœur. » Hercule Poirot observe une pièce d'une manière particulière. Il ne jette pas un coup d'œil, ne scrute pas la pièce. Il contemple, comme si la scène était un tableau dont il devait voir la composition immédiatement. Ainsi il remarqua, contrairement à moi, occupé que j'étais à admirer un domino vénitien dont la ligne d'épaule et la tournure de la tête suggéraient une jeune fille remarquablement jolie, que la disposition des roses autour de l'estrade avait subi une modification. Un espace où les fleurs avaient été remplacées précipitamment par du feuillage, que l'urne de lys avait été déplacée d'1 infime centimètre vers la gauche, comme l'attestait un léger tintement sur le dessus poli du piédestal, et que la grande horloge, en vieux noyer et laiton,
Une pièce d'une certaine noblesse était posée, son aiguille des minutes affichant précisément 11h moins 20. « Tu vois, Hastings ?» demanda-t-il. « Très beau, dis-je. Et quelle foule! Lady Eugenia a rassemblé tout le Berkshire et une partie de Londres. Beau, eh bien, et plein à craquer, assurément. Mais voyez-vous qu'ils ont disposé les carnets de bal et les tickets de dîner avec une discipline digne d'une campagne militaire. Il désigna presque imperceptiblement une table près des porte-fenêtres. Là, les cartes, numérotées, là, les tickets, codés par couleur. Ordre. Toujours l'amour des Anglais pour l'ordre, surtout quand on attend de l'émotion. C'est comme installer de petites barrières dans un champ où les taureaux peuvent courir. Il haussa légèrement les épaules. Pourtant, l'ordre est un modèle, et les modèles se révèlent à ceux qui observent. Notre hôtesse s'approcha. Le sourire de Lady Eugenia était un bijou, et elle tendit les mains avec une chaleur qui ne toucha pas ses yeux. « Monsieur Poirot. »« Capitaine Hastings. »« Quel plaisir. »« Nous sommes honorés. »« Tout l'honneur nous revient, Lady Tavistock, » répondit Poirot. « Votre bal est un triomphe. »« Je me flatte que c'est au moins une tentative décente, » dit-elle, son regard vacillant. Était-ce de l'appréhension? Vers les lys. Il faut que le vieux manoir soit animé par des occasions spéciales, sinon il deviendra solennel et se prendra pour un mausolée. Vous vous direz au-dessus de telles absurdités, monsieur Poirot, mais je vous assure que si ces murs ne sont pas entretenus, ils bouderont. Les murs, madame, je ne sais pas, mais les gens, ils boudent toujours quand on ne s'en occupe pas. Son ton était léger, ses yeux, non. Elle prit une inspiration comme pour poursuivre, mais un petit homme élégant, masqué par un renard, s'approcha et s'inclina avec l'ardeur d'un courtisan. « Eugénie, il y a un petit problème à la cuisine. Votre conseil. »« Ah, monsieur Vail, dit-elle. Mon régisseur, monsieur Poirot. Monsieur Léonard Vail, c'est la seule personne à 80 kilomètres à la ronde qui puisse nous empêcher de tomber sur la tête. » Elle tendit la main et Vail baisa l'air au-dessus, un geste bien pensé pour plaire et attirer l'attention. Elle ajouta à notre intention « Veuillez m'excuser » et s'éloigna, Vail à ses côtés. « Le régisseur, dis-je. Un homme serviable. »« Les hommes utiles, dit Poirot, ont souvent la permission d'être partout. Il faut donc se demander ce qui est partout pour susciter la fatigue ou la curiosité. » J'ai ri. Vous voyez des spectres dans l'office, Poirot. Pour ma part, je suis charmé par le spectacle. Regardez, il y a Sir Rowland Black, le cheminot, habillé en prince maure. Et là-bas, Miss Iris Denholm, l'actrice. Non, ne faites pas semblant de ne pas la connaître. En Pierrette, la très rusée. Poirot n'avait pas fait semblant. Il avait cependant remarqué d'autres choses. Le frémissement nerveux de la nièce de Lady Eugenia, mademoiselle Phoebe Greer, une douce créature de 19 ans qui portait un masque de feuilles d'or qui ne masquait pas son anxiété. Le regard vif et sardonique du colonel Aubrey Stretton, retraité, ancien membre de l'armée des Indes, dont la jambe raide lui donnait l'air d'un soldat contrarié par son retour à la vie civile. Monsieur Julian Tavistock, cousin du défunt baron, dont l'air mélancolique contrastait avec l'aisance coûteuse de son costume. Et madame Clara Latham, veuve à la fortune modeste et à la curiosité immodeste, qui semblait se laisser porter par tout groupe où des secrets pouvaient mijoter. « Vos masques anglais, » murmura Poirot, « ne dissimulent pas tant qu'ils permettent. Sous eux, on croit être un autre soi-même, et c'est bien le cas. » À 10 heures précises, la salle à manger fut ouverte et la foule afflua avec la bonhomie d'une rivière encouragée par un bief de moulin. Nous n'y entrâmes pas. Poirot déteste la foule quand il réfléchit. Au lieu de cela, nous nous dirigeâmes vers les porte-fenêtres et gagnâmes la terrasse qui donnait sur les jardins. La nuit portait un léger parfum de feuilles humides. Une rangée de peupliers, au-delà de la pelouse, chantait une note douce et caverneuse au vent. En contrebas de la terrasse, un escalier peu profond descendait vers un chemin de gravier, et de là, vers le lac. « Regarde là, » dit doucement Poirot. Une silhouette avançait sur le gravier,
grande vêtue d'un manteau, la capuche bien en avant. Elle s'arrêta au détour du chemin près de l'eau et sembla regarder la maison, puis l'horloge visible à travers les fenêtres de la salle de bal. Une autre silhouette la rejoignit, une ombre plus fine, au masque pâle. Elles se rapprochèrent et parlèrent brièvement. La plus grande leva la main dans un geste plus décidé qu'affectueux, et la plus petite se détourna, se hâtant vers l'entrée latérale. « Tu as des yeux de chat, murmurai-je. J'ai à peine pu en distinguer deux. Un chat, oui, répondit Poirot, mais un chat qui préfère ne pas chasser. Qu'il vienne à moi. Nous rentrâmes. La salle était devenue plus bruyante, imprégnée de la bonne humeur du champagne et de l'excitation des identités secrètes. Je découvris mademoiselle Phoebe Greer, en compagnie d'un jeune homme dont le domino était noir uni, et dont l'enthousiasme pour les nouveaux avions menaçait de se transformer en un discours. Mademoiselle Greer semblait reconnaissante d'être interrompue. « Hastings, dit Poirot à mon épaule, soyez aimable envers l'innocence. C'est une bonté. » Je m'inclinai et engageai la conversation. Quelques bêtises sur les décorations, la distance avec la voie ferrée et la question de savoir si la lune donnait du courage. Mademoiselle Greer eut un sourire tremblant. De près, je vis que son masque ne cachait pas ses yeux rougis. « Ma tante aime arranger les choses, » dit-elle avec un courage qui, à mon avis, était touchant. « Elle dit que la vie est très désordonnée et qu'il faut apprendre à se tenir. »« Et vous êtes l'un de ces tableaux ?» demandai-je. « Pour ce soir, » répondit Phoebe, « même si je suis sûre que je joue mal mon rôle. » L'horloge sonna le quart d'heure. J'avoue que je me suis levé, car si la journée avait été de nature à vous épuiser, il y avait aussi cette lettre, l'heure exacte qu'elle mentionnait. Je regardais les lys de l'autre côté de la pièce. Un courant d'air, peut-être venu des portes, fit trembler leurs longs gosiers. Près du piédestal, un valet de pied se tenait debout, impeccable comme une pièce d'échecs, pâle et supportant noblement les flirts de Madame Latham, qui s'amusait à moitié de l'incapacité du pauvre garçon à dire autre chose que « oui, madame » et « non, madame ». À 10h30, Lady Eugénia se dirigea vers les musiciens pour demander un morceau spécial. « Une valse à l'ancienne qu'on jouait, dit-elle, quand j'étais jeune et bête, et que je croyais que tous les pères de beaux jeunes hommes étaient honnêtes. » La remarque, qui ne s'adressait à personne en particulier, déclencha un léger rire et un ou deux regards étonnés vers Sir Rowland Black, dont l'argent avait permis de construire plus d'un chemin de fer honnête et, murmurait-on, quelques contes moins honnêtes. La valse se tut. On entendit le murmure qui suit toujours la musique. Les masques s'approchaient. Dame Eugénie retourna à son estrade. Puis l'horloge, avec une ponctualité admirable, éleva la voix et sonna les coups réguliers et calmes de 11h moins 20. La main de Poirot se serra sur mon bras, non pas par peur, mais par reconnaissance. Dans l'intervalle entre deux coups de sonnette, je pris soudain conscience de la pièce avec cette étrange clarté qui n'apparaît qu'en cas de danger. La lumière se reflétant sur le sol, le doux sifflement d'une jupe en soie, le léger tintement métallique d'un bracelet, les lys, blancs et d'une pureté affolante. Quelqu'un a crié. Ce n'était pas un cri dramatique. Il était petit et brisé, le genre de son qu'on fait lorsqu'on découvre une ecchymose sur un fruit et qu'on sait qu'elle va s'étendre. Tous se retournèrent. Mademoiselle Phoebe Greer, la pauvre enfant, s'était levée d'une chaise près de l'estrade et avait porté ses deux mains à sa bouche. À ses pieds, une petite carte gisait face cachée, comme tombée d'une main tremblante. Lady Eugénia s'était à demi retournée. Monsieur Vail se tenait à un pas derrière elle, le masque relevé sur le front, l'air à la fois attentif et calculateur. « Apportez-lui de l'eau », ordonna dame Eugénie avec cette autorité brusque que l'on prend pour de la gentillesse. L'enfant est surexcité. Poirot se dirigeait déjà, avec fluidité, sans ostentation, vers l'estrade. Il ne se dirigea pas vers Phoebe, mais vers le piédestal aux lys. D'un geste délicat, il posa un doigt sur le bord de l'urne et la fit glisser. Ah, si peu.
d'1 centimètre vers la droite, de sorte qu'elle recouvrit le cercle flou à la surface du piédestal. « Monsieur, dit lady Eugénia, offensée, que faites-vous » ? « Pardonnez-moi, dit Poirot, ma passion pour la symétrie. » Il s'inclina. « On fait ce qu'on peut. » Il se pencha alors et ramassa la carte tombée. C'était l'un des tickets numérotés du souper, ceux-là même que nous avions observés plus tôt. Au verso, une note au crayon, d'une écriture tremblante de hâte. 10h40. Lys. Ne restez pas seul. Poirot le glissa dans sa poche avant que quelqu'un d'autre ne puisse le voir. « Laisse-moi, dit-il doucement, et il offrit son bras à Phoebe. Elle le prit, comme un noyé prend un combat. L'orchestre, avec cette indifférence à la détresse humaine qui caractérise tout bon orchestre, commença le morceau suivant. Soulagés de constater que rien de bien grave ne s'était produit, les spectateurs retournèrent à leurs petites intrigues. Sir Rowland, dont la coiffe mauresque s'accrochait de façon précaire à sa calvitie, déclara avoir besoin d'air et sortit par la porte de la terrasse. Madame Latham, ressemblant à une bacchante imaginée par un curé, le suivit. Le colonel Stretton, d'une patience farouche, posa son verre et observa la salle de l'air d'un homme qui n'a jamais aimé la foule et qui n'a pas l'intention de commencer. Monsieur Julian Tavistock, pâle et morose, resta assis en dehors de la danse et examina ses mains, belles et légèrement souillées par la nicotine. Poirot guida Miss Greer vers une petite antichambre donnant sur la salle de bal, un espace inconfortable meublé de 2 chaises et d'une table sur lesquelles étaient éparpillés des programmes, un carnet et un crayon, ainsi qu'un petit miroir doré fissuré dans un coin. Il lui fit asseoir. Il lui tendit son mouchoir, légèrement parfumé, qui lui fit naître un sourire narquois. « Tu es gentil, dit-elle. Je suis une idiote. » « Pas du tout, répondit-il. C'est insensé de prétendre ne pas avoir peur quand on a peur. Mais ressentir de la peur là où elle est justifiée, c'est simplement un signe que le cœur est honnête et que la tête n'est pas endormie. » Elle lui lança un regard mi-reconnaissant, mi-perdu. « J'avais un message, murmura-t-elle. Cet après-midi, je ne savais pas quoi faire. »« Un message, dit Poirot. Sa voix était la plus douce de la pièce. De qui ? Je ne sais pas. Un garçon l'a apporté du village. Il a dit qu'on lui avait payé 1 shilling et qu'on lui avait dit de me le remettre, à moi et à personne d'autre. Elle hésita. Il était écrit, oh, quelle absurdité, que je devais faire attention, que je ne devais pas être seule à 11h moins 20, que les lys seraient un signe. Elle lui jeta un coup d'œil rapide. Comment les lys pourraient-ils être un signe ? Cela dépend de qui les regarde, dit Poirot, et de ce qu'il y a d'autre dans la pièce. Je l'ai jeté, avoua-t-elle. Je croyais que c'était une blague. Mais quand l'horloge a sonné, oh, quelle terreur! Et puis j'ai vu... Elle s'interrompit, blême. Tu as vu ? Rien, dit-elle précipitamment, comme si ce mot était un escalier pour s'échapper. Rien du tout. Juste que l'urne, oui, l'urne avait été déplacée. Je sais que ça paraît trivial, mais tante Eugénia est exigeante. Chaque chose a sa place exacte. Je me suis dit, quelqu'un s'en est approché. Et puis je me suis senti mal. J'ai laissé tomber ma carte, et tout le monde a regardé. Oh, elle se porta la main aux yeux. Poirot, qui n'avait cessé d'être attentif au moindre frémissement d'expression, ne posa plus qu'une question. « Mademoiselle, dit-il, savez-vous pourquoi quelqu'un pourrait souhaiter que vous ne soyez pas seule à cet instant précis ?» Elle le fixa du regard, et dans son regard transparaissait une pointe de honte. « Non, murmura-t-elle. Non, à moins que... » Elle s'interrompit. « À moins que... » demanda doucement Poirot. « À moins qu'il y ait un problème avec le testament, » dit-elle d'un air de trahison. Tante Eugénia était très... perturbée. Monsieur Vail préconise l'économie. Le cousin Julian parle de réparation. Sir Rowland d'investissement. Tante dit que l'argent est l'ami détestable qui revient toujours quand on n'en a plus besoin. Et il y a eu une dispute. Ce matin, j'ai entendu des voix s'élever dans le salon bleu. Tante et Monsieur Vail.
À propos des lys, curieusement. Les lys m'exclamai-je. Elle hocha la tête. Ma tante avait insisté pour des lys blancs sur l'estrade. Monsieur Veil disait qu'il portait un malheur et qu'il ferait un jazzé. Un frisson la parcourut. Ma tante disait que seuls ceux qui ont honte de quelque chose sont troublés par les symboles. Tiens, dit doucement Poirot, c'est une épigramme piquante. Un valet de pied apparut à la porte et toussa, à la manière de ceux qui ne veulent pas s'immiscer, mais qui doivent le faire. Pardon, mademoiselle, c'est vous que madame demande. Bien sûr, dit Phoebe en se levant. Poirot la retint du regard. Courage, mademoiselle. Et je vous en prie, ne restez pas seule jusqu'à ce que je vous dise que vous êtes en sécurité. Elle m'a jeté un coup d'œil. J'ai hoché la tête, me sentant plutôt protecteur. Le ton de Poirot avait transformé sa suggestion en ordre. Nous retournâmes dans la salle de bal. À première vue, elle semblait avoir retrouvé son humeur. Mais moi aussi j'avais commencé à ressentir les courants qui courent sous des surfaces aussi lumineuses. Lady Eugénia conversait avec Sir Rowland, revenu de la terrasse, les joues excessivement rouges pour une nuit aussi froide. Monsieur Veil était de nouveau près de l'estrade, dirigeant le mouvement des chaises, avec une efficacité presque officieuse. Le colonel Stretton observait la pièce depuis un poste près de la porte, comme s'il gardait un fort qui avait attiré trop de marchands. Madame Latham avait obtenu le miroir doré fêlé et le montrait à mademoiselle Denholm, qui rit avec la cruauté d'une actrice qui a appris que le rire peut être confondu avec le charme. L'aiguille de l'horloge avançait. 10h35, 10h37. Je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'œil, une fois, deux fois, au lys. Rien ne laissait présager un danger dans les fleurs. Et pourtant la lettre, et pourtant le mot sur la carte, et pourtant cette faible et féroce certitude qui m'avait saisi lorsque mademoiselle Greer avait crié. La voix de Poirot était légère comme une plume. Nous resterons à proximité, Hastings. Observe sans fixer. C'est toujours pareil. Quand on connaît l'heure, il faut regarder l'aiguille des minutes. 10h39. Madame, appela Poirot, comme s'il avait eu une pensée soudaine. Il s'adressa à Lady Eugénia, qui le regarda avec une surprise froide, aussi délicate qu'une fine couche de glace. « Permettez-moi un caprice d'étranger. Pour la chance, je désire qu'on enlève une fleur au lys. » Il sourit. « C'est une superstition. »« Mon cher monsieur, » commença Lady Eugénia, et je m'attendais à un refus. Mais elle marqua une pause. Puis, avec un haussement d'épaules presque parisien, elle leva la main vers le valet de pied. « Faites plaisir à notre invité, Barnes. Cueillez-en un et donnez-le-lui, et que ces bêtises cessent. » Le valet de pied, obéissant, s'approcha de l'urne. Ses doigts gantés se posèrent, hésitants, sur une seule tige. L'horloge rendit son souffle et sonna la demi. À cet instant, une odeur étrange et âcre flottait dans l'air. Ce n'était pas le parfum pur et sucré des lys. C'était plus âcre, médicinal, un murmure venu d'une pharmacie. Le valet de pied vacillait. Poirot était là avant que l'homme ne finisse de s'effondrer. Il l'attrapa par le coude et le déposa au sol avec une douceur qu'on n'aurait pas attendue d'un petit homme aux habitudes méticuleuses. « Ouvre les fenêtres, dit-il doucement, et à mon tour, « Hastings, ferme la porte. Pas de courant d'air pour faire passer le parfum. »« Du parfum !» m'écriai-je, horrifié. « Pas de parfum, » dit Poirot. « Quelque chose qui feint l'innocence en empruntant son odeur. » La pièce, qui avait été une salle de bal, était soudain devenue autre chose. Un théâtre, un hôpital, un tribunal. Des murmures se faisaient entendre. Une dame sanglotait. Quelqu'un riait trop fort puis s'arrêtait. Dame Eugénia s'était levée. Son visage lourdement poudré n'était plus qu'un masque. Le valet de pied, revigoré par l'air et un peu de cognac, cligna des yeux vers nous. « Pardon, monsieur. » L'odeur était étrange. « Oui, » dit Poirot. « Vous vous en sortirez parfaitement, je pense, mais d'autres n'auront peut-être pas cette chance. Les lys, ajouta-t-il presque sur le ton de la conversation, ne sont, je suppose, pas tous des lys. » Le sang-froid de Lady Eugénia, qui lui avait servi pendant son veuvage et les comités de comté, tremblait.
Monsieur Poirot, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie, madame, répondit-il avec une révérence désuète sans le moindre humour, que l'heure est exacte, que les visages sont masqués, et que quelqu'un a pensé à transformer votre bal de charité en un divertissement différent. Il tourna progressivement la tête, balayant du regard la compagnie. Ne vous inquiétez pas, mais je vous prie de ne pas quitter la salle. Il sortit de sa poche le petit mot écrit au crayon et regarda de nouveau l'urne. Et maintenant, murmura-t-il, nous verrons si l'avertissement est arrivé à temps, ou si le bal, dans la salle de bal des visages vides, a déjà commencé à danser sur une mesure plus sombre. Chapitre 2. L'heure exacte. La transformation de la gaieté en inquiétude est aussi rapide que l'extinction d'une bougie. Un instant, les danseurs se mouvaient avec un rythme agréable, au rythme des violons. L'instant d'après, la musique s'éteignit, et tous les regards se tournèrent vers l'estrade où le valet de pied gisait toujours pâle, soutenu par Poirot et moi-même. Les masques, si joyeux dans leur anonymat, semblaient soudain sinistres, leurs expressions figées, leurs bouches souriantes, même si aucun cœur ne pouvait sourire. Lady Eugénia Tavistock, à son honneur, ne cria pas et ne s'évanouit pas. Elle leva une main ornée de joyaux pour réclamer le silence. Barnes a eu un moment de faiblesse, c'est tout. Je vous en prie, ouvrez les fenêtres, et personne ne doit être affligé. Mais son assurance fut minée par l'autorité tranquille de Poirot. « Pardon, madame. » Ce n'est pas une faiblesse physique, c'est la présence, d'un visiteur qui n'a rien à voir avec nous. Il inclina la tête vers les lys. Quelque chose se cachait parmi vos fleurs. Le murmure parcourut la pièce comme un courant d'air dans une église. Les gens s'agitaient, mal à l'aise. Certains tiraient sur leurs masques, comme si la vision était plus claire à l'œil nu. Le colonel Stretton, son instinct de soldat éveillé, traversa la pièce en titubant et se pencha d'un air raide vers l'urne. « Rien à voir, » murmura-t-il. « Des nénuphars, de l'eau, un soupçon de parfum peut-être. Ce type avait un faible, c'est tout. » Les yeux de Poirot pétillèrent, mais ses lèvres restèrent graves. « Mon colonel, j'apprécie votre expérience du terrain, mais ici nous ne sommes pas au combat. Nous sommes dans une salle de bal. Les armes sont plus délicates. Observez. » Avec son mouchoir immaculé plié en bloc, Poirot plongea la main dans la masse de fleurs et en sortit une fine fiole de verre bouchée de liège. Sa surface était humide, comme si elle avait été plongée dans l'eau. Il la brandit, et plusieurs invités s'exclamèrent. Une odeur âcre s'échappait même à travers le bouchon. Âcre, médicinale, avec cet écho âcre que nous avions senti quelques instants auparavant. « Voilà votre explication, Hastings, » dit-il. « Ni la fatigue, ni la faiblesse, mais la chimie. Une astuce, ingénieuse mais maladroite dans sa précipitation. Quelqu'un avait imaginé qu'au moment précis, la fiole se briserait et que son contenu se mêlerait à l'air. Le parfum des lys en serait le masque. Mais qui ferait une chose pareille ? S'écria Miss Denholm, abaissant son masque de pierrette pour révéler un visage à la fois charmant et effrayé. « Vous ne parlez tout de même pas de meurtre ? » « Le meurtre, dit doucement Poirot, est toujours possible quand les hommes aspirent au pouvoir, quand les femmes craignent la honte, quand l'argent est en jeu. Mais ce n'est pas encore accompli. Regardez-vous. Le timing a trahi la main. Nous avons vu la chose avant qu'elle ne soit achevée. Ce n'était pas prévu, je crois. » Dame Eugénia se tenait très droite, les bijoux à son cou tremblant à chaque respiration. « C'est monstrueux. Mon bal est transformé en scène de mélodrame. Monsieur Vail, faites venir le gendarme. Il faut rétablir l'ordre et résoudre l'affaire. » Val, son masque de renard relevé sur le front, s'inclina. « Bien sûr, madame. » Son regard, cependant, brillait trop avidement vers Poirot, comme s'il calculait ce que le petit homme savait et comment l'anticiper. « Non, » répondit Poirot fermement. « Pour l'instant, personne ne doit partir. Voyez-vous, madame, il est nécessaire de poser des questions. Plus tard, la police fera son travail. Mais pour l'instant,
La vérité est délicate. Elle exige un murmure, pas un cri. Il y eut des protestations, un murmure d'indignation de Sir Rowland Black, qui déclara que les invités de marque ne devaient pas être détenus comme de vulgaires criminels. Un éclat de rire de Madame Latham qui appréciait tant les scandales. Un sanglot de Phoebe Greer, toujours pâle et tremblante à mes côtés. Poirot leva la main, et le murmure s'éteignit. « Mesdames et messieurs, pardonnez-moi, mais je vous prie de réfléchir. Quelqu'un dans cette pièce a placé une petite bouteille là où elle n'avait pas sa place. Cette personne savait, oui, savait, qu'à 11h moins 20, l'urne de Lys serait touchée et son contenu libéré. Pourquoi cette heure-là? Pourquoi cet objet? Voilà, voyez-vous, le cœur de la question. En attendant la réponse, mieux vaut, n'est-ce pas, rester ensemble, là où tout le monde peut être observé. Lady Eugénia serra les lèvres, mais inclina la tête. « Très bien, monsieur Poirot. Votre réputation m'oblige à acquiescer. » Son regard parcourut l'assemblée. « J'espère cependant qu'aucun de mes amis ne s'est abaissé à des excès aussi ignobles. » Poirot déposa la fiole dans une carafe vide, la boucha soigneusement et la posa sur la cheminée. Puis, avec la même courtoisie calme, il se déplaça parmi les invités, posant à chacun une ou deux questions, notant les réponses avec cette minutie qui donne l'impression que l'observateur est inactif jusqu'à ce qu'on voie ses yeux. Sir Rowland Black déclara qu'au moment crucial, il se trouvait sur la terrasse, prenant l'air. Madame Latham l'y avait suivi, tout en clamant son innocence. Le colonel Stretton admit s'être tenu près de la porte, détestant la cohue. Mademoiselle de Nolme riait avec un admirateur dont elle refusait pudiquement de révéler l'identité. Monsieur Julian Tavistock n'avait pas quitté son fauteuil, bien que sa mélancolie semblât s'accentuer à mesure que l'interrogatoire se poursuivait. Val, bien sûr, avait arrangé les choses sur ordre de Lady Eugénia, son énergie dissimulant sa vigilance. Et la pauvre Phoebe, qui s'accrochait à moi comme à un rocher dans la tempête, jura n'avoir rien remarqué d'autre que le déplacement de l'urne. Enfin, Poirot retourna auprès de Lady Eugénia. « Et vous, madame, où étiez-vous et à quoi étiez-vous occupée lorsque l'horloge a sonné ?» Ses yeux, froids, fiers, brillants, croisèrent les siens sans hésiter. J'étais là où tout le monde pouvait me voir, à côté des musiciens, à demander la valse. Mon innocence est évidente. C'est clair, oui, dit Poirot pensivement. Mais l'innocence, c'est toujours la dernière chose à prouver. L'orchestre, congédié par Dame Eugénia, remplit ses instruments avec une hâte inquiète. Les masques tombèrent enfin pour de bon. Le charme du bal était rompu. Les visages révélés étaient pâles, renfrognés, en colère ou amusés. Mais aucun, je crois, n'était vide. Au contraire, chacun était empli de pensées qui ne demandaient pas à être lues. Poirot se tenait au centre de la pièce, petite silhouette immaculée au milieu des soies en désordre et des fleurs fanées. « C'est assez pour ce soir, » annonça-t-il. « Le danger, momentanément du moins, est passé. Mais je resterai avec mon ami Hastings, comme votre invité, Lady Eugénia. C'est nécessaire. Demain nous reparlerons. » Les lèvres de Lady Eugénia s'étirèrent en un sourire qui n'en était pas un. « Si vous insistez, monsieur Poirot, Danebridge Hall dispose de suffisamment de chambres. J'espère que vous les trouverez confortables. » Plus tard, tandis que nous montions l'escalier, guidé par un domestique silencieux, je ne pus réprimer un frisson. La maison, dépouillée de sa gaieté, nous dominait d'un air sombre, comme si la pierre elle-même avait trop entendu. Poirot, cependant, était serein. Il s'arrêta sur le palier pour lisser un pli de sa manchette. « Voyez-vous, Hastings, nous avançons déjà. Une lettre, une carte, une bouteille, une horloge. 4 choses, apparemment simples. Pourtant, ensemble, elles forment un motif. »« Une tentative de meurtre systématique ?» ai-je demandé. Il haussa les sourcils. « Peut-être. Ou peut-être simplement par peur. Il ne faut pas se précipiter pour trouver la solution. Il faut laisser les fils s'arranger. Souviens-toi toujours, la vérité, elle n'apparaît pas au premier coup d'œil, mais au dernier. Et sur ce,
Il entra dans sa chambre, me laissant avec un malaise qui s'approfondit dans le silence de Denbridge Hall. Chapitre 3. L'arrivée du doute. Le matin, dans une maison de campagne après une nuit agitée, est un exercice de gaieté forcée. Le soleil, peu enclin à s'impliquer, projetait sa lumière pure sur les pelouses arrosées de rosée et sur Denbridge Hall, qui ressemblait, me semble-t-il, plus que jamais à un palais de justice. Les allées de gravier brillaient, un paon hurlait sa protestation sans mélodie depuis l'allée d'If, et à l'intérieur, les domestiques s'activaient avec une assiduité exagérée par le besoin de faire semblant que la vie reprend son cours. Poirot déjeuna avec son habituel contentement méticuleux. Il fit l'éloge du café, déplora l'habitude anglaise de maltraiter les reins avec trop de feu, et, du même souffle, me demanda de me rappeler précisément combien de marches descendaient de la terrasse au gravier. 6, dis-je au bout d'un moment. Non, corrigea-t-il. 7, avec un demi-palier qui n'en est pas un, mais une affectation. Ce qui compte, mon ami, c'est la distance à laquelle le son se propage et où la visibilité se brise. Vous verrez. Nous avions à peine terminé que Barnes, le valet de pied dont l'évanouissement avait surpris l'assemblée, fut introduit par le majordome, M. Keel. Barnes se tenait droit et grave, mais je percevais une pâleur persistante qui le faisait paraître plus jeune qu'il ne l'était. « Vous êtes rétabli, j'espère » dit Poirot. « Oui, monsieur. Je vous en suis très reconnaissant. » Ses mains, remarquai-je, étaient d'une propreté irréprochable et, comme souvent chez les bons domestiques, impersonnelles. « Vous avez servi longtemps dans cette maison ?»« 2 ans, monsieur. Et vous étiez de service hier soir près de l'estrade ?»« Sur ordre de madame, monsieur. Je dois surveiller les lys et veiller à ce que les chaises soient déplacées comme il se doit. » Poirot inclina la tête. « Prendre soin des lys. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?» Barnes jeta un coup d'œil au majordome. Sans se laisser décourager, il répondit « Madame Amby, la gouvernante, a demandé que les fleurs soient rafraîchies avec le vaporisateur si elles tombaient, monsieur. Monsieur Vell l'a dit après le départ du fleuriste. Nous devions les vaporiser légèrement à la demi-heure, puis à 11 heures, et si madame désirait une fleur pour un invité, nous devions l'accueillir. »« Ah, dit doucement Poirot, à la demi et à 11 heures, un joli programme. Et hier soir, à la demi, vous avez pris une tige parce que madame la désirait, n'est-ce pas ?» Barnes rougit. « Oui, monsieur. Madame m'a dit de vous faire plaisir. »« Bon. Et avant cela, aviez-vous déjà ajusté l'urne ? L'aviez-vous déplacée peut-être pour la réduire en poussière ou pour la faire passer ? » ?»« Non, monsieur. Pas moi. L'estrade était prête dans l'après-midi. Nous avons installé les chaises et les tables d'appoint. Mademoiselle Greer a jeté un coup d'œil, et M. Vall a eu son mot à dire sur le piédestal. Après cela, il ne restait plus que le vaporisateur. Le regard de Poirot se porta sur Keel. « L'horloge, qui la remonte ?»« Oui, monsieur, » répondit Keel avec une pointe de fierté. « Tous les matins après la prière, je le place près du grand coffre dans la galerie, qui est relié à Greenwich par la radio. »« Et hier matin, tu l'as remonté comme d'habitude ?»« En effet, monsieur. »« Et le soir, est-ce qu'une main l'a touché ?» Keel hésita. « Pas à ma connaissance, » répondit-il prudemment. Les yeux de Poirot s'illuminèrent d'approbation pour cette attention. « Merci. C'est tout pour le moment. Barnes, vous aurez l'amabilité de demander à madame Manby de me permettre de lui dire un mot dans la salle de bal. » Ils se retirèrent. Poirot sortit de sa poche un carnet bien rangé où il avait déjà écrit plus que je ne pouvais m'en souvenir. « Vous remarquez, Hastings, dit-il, que notre ami Barnes parle de la demi-heure comme d'un moment pour se vaporiser. Pourtant, la lettre, n'oubliez pas la lettre, disait précisément 10h40. Pourquoi pas 10h30 si la demi-heure était la routine? Tu trouves ça bizarre? Je pense que c'est exact. Quand quelqu'un écrit l'heure exacte et nomme une minute inhabituelle, eh bien, il déclare connaître non pas l'habitude, mais l'intention. Nous descendîmes. La lumière du jour rendait la salle de bal moins romantique et plus lisible. L'estrade avait été débarrassée de ses fleurs, à l'exception du piédestal en argent, sur lequel le léger anneau que Poirot avait aperçu la veille était désormais très net. Il se pencha et sortit de sa poche un petit verre pliant.
Voyez, dit-il, le poli est altéré, mais seulement là, sur le bord gauche. Quelqu'un a déplacé l'urne, l'a glissée et non soulevée avant le bal. Madame Amby apparut, une femme grande et maigre dont la droiture aurait effrayé un curé. Elle fit une révérence à Poirot comme à un inspecteur des écoles en visite. « Les fleurs, madame, commença Poirot avec une petite révérence. Elles ont été arrangées par le fleuriste, mais selon les instructions de qui ? Sous le mien, monsieur, répondit-elle, avant d'ajouter après un moment, et celui de monsieur Veil. Madame a demandé des lys blancs pour l'estrade, des roses blanches pour les consoles et de la verdure pour les rampes d'escalier. J'ai engagé Durnford et fils du village. Ils sont venus à 4 heures. Et l'urne a été remplie alors ? Avec de l'eau et une pincée de poudre pour préserver la douceur des fleurs. Monsieur Veil lui-même a manipulé la poudre. Il a dit qu'elle était fournie avec les fleurs. De la poudre ? Poirot haussa les sourcils. Tu en as encore ? Elle pinça les lèvres. Il en restait. Je l'ai enfermée dans mon placard. Elle partit d'un air qui laissait entendre qu'elle aurait préféré enfermer M. Val si la coutume l'avait permis. Resté seul, Poirot se dirigea vers la grande horloge. Il ouvrit la petite porte du capot et examina attentivement le cadran. Je l'observai avec curiosité, car pour moi, toutes les horloges se ressemblent. « Regardez, » dit enfin Poirot. Il désigna du doigt, et je vis rien de plus qu'une légère trace de matité sur le laiton poli, près de la marque des 40 minutes du tour d'heure. « De la cire, » dit-il doucement. Une touche de cire sur le bord, là où l'aiguille des minutes passe à 10 heures. 40. À peine visible. Hastings. Hastings. C'est toujours le petit rien qui trahit. Quelqu'un a déposé une infime quantité de cire ici. Pourquoi ? Pour faire hésiter l'aiguille ? Pour marquer un instant à l'œil ? Ou, écoutez, pour produire à cet instant une note légèrement altérée dans la sonnerie, afin que ceux qui savent puissent y prêter attention. Il ferma le capot et sortit sa montre. « La différence entre les horloges était négligeable hier soir, » murmura-t-il. « L'orgueil de qui l'est justifié. Pourtant, l'auteur de la lettre a nommé la 40 minutes. Pourquoi ? » Il se tourna de nouveau vers le piédestal et passa un doigt sur son bord gauche. L'urne déplacée, la cire déposée, le flacon caché, 3 préparations, toutes calculées. Mais pour quelle victime ? Barnes a failli tomber, ai-je suggéré. Barnes, dit-il, était l'instrument. Si la vapeur devait être libérée à 10h40, alors que l'urne serait normalement embuée, le premier souffle serait destiné aux poumons d'un serviteur. C'est commode pour les méchants, qui espèrent alors la confusion. Mais la véritable victime, non. Quelqu'un s'attendait à être à proximité. Avant que je puisse répondre, M. Léonard Veil entra avec une vivacité que je trouvais presque indécente à une heure pareille. Il avait ôté son masque de renard et arborait un air soucieux et responsable. « J'ai entendu dire que vous inspectiez, monsieur Poirot. Puis-je vous aider ? Vous pourrez toujours m'être utile, monsieur, en me racontant ce que vous avez fait à 10h30 hier soir. » Il sourit faiblement. « J'ai disposé des chaises ici, soigné un musicien récalcitrant, et suis sorti dans le couloir pour parler à l'électricien. Cette vieille maison est un labyrinthe de circuits. Tout cela en l'espace de 10 minutes. Je suis, si je puis dire, efficace. Assurément. » Le ton de Poirot était velouté. « Et vous avez manipulé plus tôt dans la journée la poudre pour préserver la douceur des fleurs ?» Les yeux de Val, vifs et peu aimables, vacillèrent. « Une bagatelle. Le fleuriste a apporté un sachet. J'en ai versé une partie dans l'urne. Madame Amby se tenait à côté. Y a-t-il du mal à cela ? Il y a du mal, monsieur, là où il y a de l'opportunité, et il y a de l'opportunité là où il y a de l'ubiquité. Vous êtes partout. C'est admirable, c'est aussi dangereux, si l'on veut être cru. » Le régisseur s'inclina un peu trop bas. J'espère néanmoins qu'on me croira. « La croyance, » dit doucement Poirot, « est une plante qui pousse avec l'arrosage. » Une fois Val parti, je ne pus retenir mon exclamation. « Vous le soupçonnez ?»
Je soupçonne tout, Hastings, tout, jusqu'à ce que je puisse l'admirer. Monsieur Vail, il a cette qualité chère aux maisons anglaises, il fait disparaître les difficultés. De tels hommes sont employés pour épargner à leur maître les tracas. Ils apprennent, en retour, le goût du secret. À ce moment-là, mademoiselle Phoebe Greer entra timidement dans la pièce. La matinée ne lui avait pas été favorable. Elle avait des cernes sous les yeux et un regard que j'ai déjà vu chez les jeunes soldats, celui de quelqu'un qui ne sait pas où se trouve le prochain danger. « Vous avez demandé à me voir, » dit-elle à Poirot. « Ma tante est avec Sir Rowland à la bibliothèque. Monsieur Vail est partout. J'ai pensé que je devais venir immédiatement. » « Merci, mademoiselle. Vous me raconterez le mot d'hier, l'heure à laquelle il est arrivé, les mots. Je fais une petite liste, voyez-vous. »« Il est arrivé à 3 heures, » dit-elle. « Le garçon, Billy Durnford, l'a apporté du village. C'est le fils du fleuriste. Le mot ne disait que ce que je vous ai dit. 10:40, lisse. Ne soyez pas seul. Cette main n'était pas une de celles que je connaissais. »« Billy Durnford, » dit Poirot pensivement. « Et c'est le fils du fleuriste. C'est bien. Il apporte le message. Son père apporte les fleurs. » Il marqua une pause. « Étiez-vous souvent au bal hier, mademoiselle ?»« Un peu, oui, » admit-elle. « Ma tante me laisse l'aider ces jours-là, même si elle dit que je n'ai pas d'œil. J'ai vu le fleuriste placer l'urne, monsieur Vail lui parlait de la poudre, et madame Hanby m'annonçait que les roses sur les tables de chevet étaient trop roses et qu'il fallait les changer. Plus tard, à 17h30, l'urne n'était pas tout à fait au centre. Je l'ai déplacée un peu, juste un tout petit peu, pour la remettre à sa place. » Poirot releva la tête. « Ah, tu l'as bougée ? » ?»« Seulement un pouce, » balbutia-t-elle. « Ma tante est difficile. »« Et tu l'as déplacée vers la droite ou vers la gauche ? » ?»« À droite, je pense. »« Bon, » murmura-t-il. « Alors la marque que nous avons vue hier soir, là où elle avait glissé vers la gauche, a été faite après ta correction et avant la balle. » Elle joignit les mains. « Est-ce important, monsieur Poirot ? » ?»« C'est important pour ceux qui font du temps une arme. Il faut savoir quand la scène est prête et quand l'acteur entre. » Il fit un geste vers le piédestal. « Entre ton petit mouvement et le moment de la danse, quelqu'un l'a encore touché. » Elle fixait le piédestal comme s'il allait l'accuser. « Je suis tellement stupide, » murmura-t-elle. « Si je n'avais pas... » « Ne vous faites pas de reproches, » dit doucement Poirot. « Ce sont les coupables qui soulèvent les poids du lourd. Les innocents ne bougent que de quelques centimètres. » Après son départ, Poirot resta longtemps immobile. La lumière du matin dessinait des rectangles sur le sol. L'horloge tic-taquait avec le calme d'un gentleman anglais. « Allons-y à pied, » dit-il soudain. « Nous allons faire le tour qu'un homme a fait hier soir, celui qui est passé par la terrasse à 10h25. A descendu les 7 marches et s'est arrêté au tournant près du lac. Viens, Hastings. » Nous franchissions la porte-fenêtre. À la lumière du jour, le sentier révélait des détails révélateurs. Des traces de poussière fine de chaussures de danse, l'empreinte plus profonde d'un talon d'homme, une légère trace sur la rampe de l'escalier, là où quelqu'un dont la teinture pour gants était fragile s'était agrippé. Poirot se baissa et toucha la trace avec une carte pliée. « Gris, » observa-t-il. « La couleur des gants de monsieur Vail hier soir, mais aussi, je crois, de ceux de Sir Rowland. On ne saute pas. » Au détour du lac, comme souvent, il y avait un petit endroit où le gravier s'était aminci et où le sol avait laissé des empreintes. Poirot, dont la vanité est rarement aussi innocente que lorsqu'il est satisfait de ses chaussures vernies, soupira. « Si seulement le meurtrier portait de bonnes bottes, » murmura-t-il. Pourtant, il restait une trace, le fantôme d'une semelle avec une tache d'usure sous le coude-pied droit. « Le colonel Stretton boite, » dis-je, frappé par cette association. « Tiens, » dit Poirot, « tu n'es pas tout à fait le lapin. Mais ne sois pas trop pressé. Un soldat est plus enclin à ressemeler ses chaussures qu'un gentleman à ressemeler sa conscience. Nous veillerons au coup de pied, c'est tout. » En revenant, nous avons longé le couloir de service qui longe la salle de bal côté jardin. Une porte entr'ouverte donnait sur une petite pièce qui sentait l'amidon, la presse à linge.
Sur une étagère se trouvait un papier de fleuriste plié. La main de Poirot s'attarda, puis le prit. Dessus, en lettres bleues, était écrit « Durnford & Sons, fleuriste, Denbridge ». À l'intérieur, à peine visible là où l'humidité l'avait brouillé, se trouvait un mot écrit au crayon, poudre, et en dessous, une initiale qui aurait pu être elle. Il a remplacé le papier avec un soin scrupuleux. « L'UL », dit-il, « cela peut être pour Léonard, pour Lady ou pour Lily. Ne nous laissons pas tromper par les initiales, qui sont les indices les moins fiables. » Lady Eugénia nous attendait dans la bibliothèque. Elle accueillit Poirot avec cette grâce solennelle qui évoque un portrait appris à parler. Sir Rowland était assis près du feu, tripotant un cigare qu'il n'avait pas allumé. Il paraissait plus pâle à la lumière du jour, plus puissant aussi. Il émanait de lui une solidité qui donnait à ce mobilier un aspect provisoire. « Vous avez été incontrôlable, » observa dame Eugénia. « Mon hall n'a pas été, je crois, aussi scrupuleusement surveillé depuis que mon défunt mari a installé le chauffage central. Je ne doute pas que feu Lord Tavistock ait été exact, » dit Poirot. « Moi aussi je le suis. » Et il se tourna vers Sir Rowland. « Vous étiez sur la terrasse à la demi-heure, monsieur. »« Oui, oui, » dit-il sèchement. « Je suis sorti prendre l'air. Ton ami m'a vu. »« Et avant ça, tu dansais ?»« Je ne danse pas, » rétorqua-t-il. « J'ai inspecté les préparatifs comme tout homme sensé ayant dû payer pour l'entretien d'une salle. » Il jeta un regard à dame Eugénia avec un sourire peu flatteur. « Sir Rowland, » dit Poirot d'un ton doux, « avez-vous une objection au lys ?» Le cheminot fit un tic. « Je suis contre le gaspillage. »« Le gaspillage a de nombreux parfums, » rétorqua Poirot. « Avez-vous déjà fait remarquer à M. Val que les lys portaient un malheur ? Peut-être. Je ne suis pas superstitieux, mais d'autres le sont, et les mauvaises paroles se répandent comme la fumée. Pourquoi ? Parce que, dit Poirot, quelqu'un a pensé que ce mot sonnerait bien à l'oreille d'une dame qui aime les symboles. C'est une petite affaire. Il se retourna. Madame, il y a eu une dispute dans le salon bleu hier matin. Je regrette de paraître indiscret, mais la discrétion est l'art de savoir se montrer ouvert. Les yeux de Lady Eugénia se plissèrent. Vous êtes bien informé. Monsieur Vail et moi étions en désaccord sur l'économie. Il propose beaucoup, je permets peu. Les lys, elle sourit faiblement. C'était mon extravagance. Et la volonté, dit doucement Poirot, était aussi le sujet. Elle releva la tête. Vous êtes impertinent, monsieur. Je suis vieux, dit Poirot avec une petite révérence. Les vieux, on leur pardonne. Votre nièce craint que votre testament ne soit malmené. C'est naturel dans une maison où l'argent est un invité plus courtisé qu'accueilli. Je demande, c'est tout. Elle resta silencieuse un long moment. L'horloge de la bibliothèque, plus petite que celle de la salle de bal, tic-taquait bruyamment. À l'heure actuelle, dit-elle enfin, mes biens sont grevés de dispositions qui ne sont pas de mon fait. J'ai consulté des conseillers pour modifier ce que je pouvais. Monsieur Vail a des idées. Sir Rowland en a. Mon cousin Julian n'en a aucune. Vous voyez, monsieur Poirot, que là où il y a de l'argent, il y a toujours des lys, blancs et purs à l'œil. C'est l'eau dans l'urne qui me trouble. Après notre départ, je m'écriais « Voyez-vous, Poirot, le testament. Val, Sir Rowland, tout cela ne va que dans le même sens. » Cela incite au doute, dit Poirot, et le doute est bon. Il empêche d'adopter la mauvaise solution. Il s'arrêta à la porte de la salle de bal et regarda en arrière, comme on regarde une scène après la représentation. Nous avons appris ceci. La demi-heure était une habitude. La 40 minutes était une intention. L'urne fut déplacée 2 fois. L'horloge marqua 1 fois. La fiole fut cachée à la hâte. Quelqu'un souhaita un nuage à 10h40 et s'arrangea pour qu'un serviteur fasse le premier petit vent pour l'emporter. Qui serait alors le plus proche ? Pas seulement le serviteur. Dame Eugénie ? Ai-je hasardé. Elle se tenait souvent à côté de l'estrade. Peut-être, ou peut-être la personne qui viendrait lui parler à ce moment-là, par rendez-vous, par habitude, par querelle. Nous découvrirons qui avait rendez-vous à 10h40. Il glissa le carnet dans sa poche,
satisfait comme un chat qui a trouvé la pierre la plus chaude. C'est là, Hastings, l'arrivée du doute. Il survient quand on en sait juste assez pour se méfier de l'évidence. « Et maintenant ?» demandai-je. « Maintenant, » dit Poirot, « nous allons faire une petite visite chez Durnford and Fields, et nous faisons la connaissance d'un garçon nommé Billy, qui porte des lettres et ne pose pas de questions. Après cela, nous écouterons l'horloge. » Il sourit. « À Danbridge, mon ami, c'est toujours l'horloge qui parle, si l'on a la politesse de la laisser finir. » Chapitre 4. Un indice dans l'eau. Le village de Danbridge se trouve au fond d'une vallée peu profonde, un de ces villages anglais dont les toits, vus d'en haut, ressemblent à des cubes d'enfants disposés avec précision. On y trouve un espace vert, un bureau de poste, une rangée de maisons au treillage de rosiers, et à l'angle le plus proche de la rivière, la modeste façade de Durnford & Sons, fleuriste, semencier et pépiniériste depuis 1872. Poirot s'arrêta devant la porte avec ce petit geste théâtral qu'il a lorsqu'une scène est dressée à son goût. « Observe, Hastings, la scène de l'humble. Et pourtant, combien souvent l'humble porte en lui la trace qui trahit l'orgueil. » Nous sommes entrés dans le magasin, bercés par le parfum de la terre et l'éclat des chrysanthèmes disposés en rangs serrés comme une armée de fleurs. Derrière le comptoir se tenait M. Durnford père, un homme corpulent au teint cultivé, je suppose, davantage par le cidre que par le jardinage. Son fils Billy rôdait à l'arrière-plan, un garçon de 15 ans qui avait l'air de quelqu'un qui préférerait pêcher plutôt que servir des bouquets. Poirot s'inclina avec une courtoisie solennelle. « Monsieur Durnford, je suis Hercule Poirot. Vous avez offert des fleurs à Lady Tavistock hier. »« Oui, monsieur, » dit Durnford avec un hochement de tête. C'était une belle commande, des lys blancs, des roses, de la verdure. Mon garçon et moi les avons livrés nous-mêmes. Tout était à la satisfaction de madame, je crois. « Et la poudre ?» demanda Poirot. L'homme cligna des yeux. « De la poudre, monsieur ?» La voix de Poirot s'adoucit, comme s'il s'enquérait de la météo. « Oui, oui, la poudre de conservation. Vous en avez livré, non ? » ?»« Non, monsieur, pas de moi. » Il se tourna vers le garçon d'un ton sec. « Billy, tu as mis quelque chose de plus dans les boîtes ?» Billy rougit jusqu'aux oreilles. « Non, père. Seulement ce qui a été ordonné. » Poirot les considéra tous les deux. « Alors peut-être que M. Vail l'a obtenu d'une autre source et a dit à Mme Hanby que cela venait de vous. »« C'est probable, » dit Durnford d'un ton sombre. « Vail est un intrus. Il veut tout enlever à ceux qui savent. S'il y avait de la poudre, monsieur, elle ne venait pas de ma boutique. » Billy prit la parole brusquement, son regard se portant sur Poirot. « S'il vous plaît, monsieur, c'est moi qui ai porté le message. Pour la jeune femme, mademoiselle Greer. » Poirot inclina la tête. « Précisément. C'est pour ça que je suis venu. Dis-moi, mon garçon, qui te l'a donné ? » ?»« Un homme, monsieur, devant le bureau de poste. Il a dit qu'il me donnerait un shilling pour que je l'apporte au manoir et que je le remette entre les mains de mademoiselle Greer et de personne d'autre. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Décris-moi cet homme. » Billy grimaça. « Assez grand, encapuchonné. Il portait un masque, monsieur, comme pour le bal. J'ai trouvé ça bizarre, mais c'était le jour du bal, et les gens s'habillaient de toutes les manières. Je ne voyais pas son visage. Il portait des gants gris. »« Des gants gris, » murmura Poirot. « Et sa voix ? Doucement, pas locale, plutôt londonienne, je dirais. Mais il m'a dit le shilling franchement, et je n'ai jamais pensé à autre chose. » Poirot hocha la tête. « Et le mot écrit ou imprimé ? » ?»« Écrit, monsieur, bien net, en petites lettres. Je ne sais pas si c'était celui d'un homme ou d'une femme. » Poirot tapota doucement le comptoir de l'index. « Bon, tu as été plus utile que tu ne le penses. Mais une chose encore. Cet homme connaissait-il ton nom ? » Billy parut surpris. « Oui, monsieur. Il m'appelait Billy Durnford. Je me suis dit, peut-être qu'il avait entendu père m'appeler. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Très intéressant. Voyez-vous, Hastings, le masque cache le visage mais trahit le savoir.
Celui qui a écrit le mot, celui qui a placé la fiole, connaissait suffisamment le garçon fleuriste pour lui confier la livraison. C'est un peu plus étroit, non? Nous prîmes congé en remerciant. Poirot gravit la colline en silence, d'un pas rapide et précis, en direction du manoir. Arrivé au sommet, il s'arrêta brusquement et contempla le bassin d'agréments scintillant sous un soleil pâle. « Vous percevez, Hastings, la contradiction? » « J'avoue que non. » « Alors permettez-moi de vous éclairer. Madame Amby a déclaré que M. Val lui avait dit que la poudre était fournie par le fleuriste. Le fleuriste nie. Lequel dit vrai? Sûrement, Madame Amby. Eh bien, bien. Mais rappelez-vous, Mademoiselle Greer a dit avoir vu M. Vail verser la poudre dans l'urne. Si c'était un conservateur inoffensif, pourquoi le nier? Sinon, pourquoi prétendre qu'il venait du fleuriste? Voilà, la première rupture nette dans le schéma. Mensonge, Hastings. Les mensonges sont toujours une preuve. Il reprit sa marche. Et le garçon, Billy, il le nomme gant gris. Hier soir, nous avons vu 2 hommes portant des gants de cette couleur, M. Vail et Sir Rowland Black. Tous 2 ont eu l'occasion d'utiliser le village. Tous 2 ont des raisons de se masquer. Mais un détail trahit. L'homme a appelé le garçon par son nom, c'est-à-dire qu'il sait. Sir Rowland connaît-il le garçon du fleuriste? Je ne crois pas. Monsieur Val, il connaît tous les mercenaires du village. Nous arrivâmes au hall alors qu'on déposait le déjeuner. Lady Eugenia nous reçut avec une politesse glaciale. « Avez-vous découvert, monsieur Poirot, qui a osé souiller mon bal de charité ?»« Pas encore, madame, mais je progresse. Dites-moi, cette poudre, pourquoi l'avez-vous autorisée ?» Elle fronça les sourcils. « Parce que Vail a insisté. Il a dit que les lys sont capricieux et que l'air de la salle de bal est lourd. Je lui accorde des broutilles, mais pas de substance. Et vous-même, avez-vous vu la poudre ? » « Non, je n'ai jamais daigné regarder dans les urnes. » Poirot s'inclina. « Vous êtes sage. Les urnes, ce n'est pas pour les grandes dames, c'est pour celles qui se mêlent de tout. » Elle lui lança un regard sévère. « Monsieur Val est indispensable. »« Tant qu'il reste loyal, » murmura Poirot. À table, la compagnie se rassembla de nouveau, plus petite, masque déposé, mais l'atmosphère plus tendue qu'une valse ne pourrait le faire. Le colonel Stretton dévora sa côtelette avec l'indifférence d'un soldat face à la haute cuisine. Sir Rowland parla peu, la mâchoire lourde serrée. Julian Tavistock, pâle et mélancolique, jouait avec sa nourriture et fixait le tapis. Madame Latham observait autour d'elle avec une curiosité avide, murmurant à mademoiselle Denholm, qui souriait avec la grâce d'une actrice. Et mademoiselle Phoebe Greer restait silencieuse, les yeux rivés sur son assiette. Poirot, qui mangeait avec un plaisir délicat, observa tout. Finalement, il dit « Mesdames et messieurs, les événements d'hier soir m'obligent à rester. En attendant l'arrivée de la police, je vous demande simplement de ne pas quitter Danebridge Hall. Le danger, voyez-vous, n'est pas écarté. » Madame Latham s'exclama de joie. « Une fête transformée en enquête. Quel délice !» Le colonel Stretton grogna. « Vous voulez dire qu'il y aura encore de telles interférences ?»« Je veux dire, » dit Poirot calmement, « que quelqu'un dans cette maison a menti. Les mensonges sont comme des pierres dans un étang, mon colonel. Ils font des vagues qui se propagent. » La voix de dame Eugénia perça les murmures. « Nous obéirons, même si je regrette que ma charité soit ainsi récompensée. » Poirot inclina la tête. « La charité, madame, est souvent récompensée par des sommes inattendues. » Cet après-midi-là, il me conduisit de nouveau à la salle de bal. Debout devant le piédestal, la tête penchée comme celle d'un oiseau, il me dit « Hastings, écoutez. La fiole a été placée dans l'urne pour être brisée à 10h40. La poudre a été versée par Val, qui nie les faits. Le garçon apportait un mot d'un homme masqué aux gants gris, qui connaissait son nom. Quelle conclusion? Que Vail est coupable? Poirot agita l'index. Trop vite. Il est peut-être coupable d'ingérence, de mensonge, mais coupable de meurtre, cela reste à prouver. Imaginez, si Vail voulait tuer, enverrait-il un avertissement à mademoiselle Greer? Risquerait-il d'être découvert en piégeant un villageois? Peut-être pour embrouiller les choses, ai-je suggéré.
Peut-être. Mais la confusion est un luxe. Les meurtriers sont économes. Ils ne risquent que le nécessaire. Ses yeux brillèrent. Non, Hastings. La contradiction nous en dit plus. Veil a menti à propos de la poudre, car la poudre elle-même n'est pas ce qu'elle paraît. Ce n'est ni un conservateur, ni un poison. C'est... quoi? Un indice caché dans l'eau. Il se pencha brusquement, sortit le vaporisateur posé près de l'estrade et en huma le bec. Son visage se figea. Ah, Hastings, l'odeur. J'obéis et reculai. Mon Dieu, ça sent la même odeur âcre que la fiole. Exactement. Quelqu'un a rempli le vaporisateur d'une solution de la même substance. À la demi-heure, le serviteur vaporisait l'hélice, libérant de la vapeur dans l'air. Mais hier soir, la demi-heure a été interrompue, l'urne a bougé, la fiole a été déplacée, et à la 42e minute, eh bien, le deuxième appareil était censé agir. Tu veux dire l'atomiseur? Précisément. La fiole était un leurre, ou peut-être une double assurance. Mais notez ceci, si le vaporisateur contenait la substance, celui qui l'a rempli devait avoir accès non seulement à l'urne, mais aussi au placard des domestiques. Qui est toujours aux deux endroits? Val et Dame Eugénia elle-même. Dame Eugénie, m'écriai-je. Poirot leva la main. Doucement, Hastings. Nous n'accusons personne pour l'instant. Mais n'oubliez pas, son autorité est absolue. Un mot d'elle, et les domestiques obéissent sans poser de questions. Qui soupçonnerait que la maîtresse elle-même avait rempli la bouteille? Il remit prudemment le vaporisateur en place. Ainsi la contradiction grandit. Valement. Eugénia commande. Le garçon est utilisé. 3 fils, emmêlés. Et quelque part, la main qui signifiait la mort. Ce soir-là, dans le salon, Poirot nous réunit brièvement. La lumière du feu projetait des ombres sur les visages inquiets. Il parlait doucement, mais chaque mot résonnait comme un carillon. « Mes amis, hier quelqu'un s'est préparé à mourir à 10h40. Pourtant quelqu'un d'autre l'a prévenu. Nous avons dans cette maison à la fois l'empoisonneur et le protecteur. Lequel est lequel? Telle est la question. » Les yeux de Dame Eugénia brillèrent. « Sommes-nous donc toujours en danger? » « Oui, madame, » dit Poirot d'un ton grave, « jusqu'à ce que je découvre qui a vraiment le visage vide. » Et sur ces mots, il nous laissa dans un silence gêné, tandis que l'horloge approchait d'une autre heure. Chapitre 5. Les fausses pistes. Si la peur dans une maison de campagne se façonne par le silence, la suspicion se façonne par les paroles. Elle se propage d'abord par chuchotement, puis par petites touches de conversation. Plus tard, elle se cristallise en théorie, souvent erronée. À la fin du déjeuner, Denbridge Hall avait élaboré une théorie d'une étonnante fécondité. Le colonel Aubrey Stretton était le méchant de l'histoire. L'argument était clair, c'est-à-dire convaincant pour les esprits prudents. Il possédait l'expérience d'un soldat en matière de produits chimiques. Masques à gaz, forêts anti-gaz, tout l'attirail de la guerre moderne. Il s'était tenu près de la porte de la salle de bal au moment crucial. Il portait des gants gris, et sa boitille rappelait à un œil imaginatif la tache très usée sous le coup de pied droit que Poirot et moi avions remarqué au bord du lac. Ajoutez à cela la croyance répandue selon laquelle les officiers retraités sont irascibles, et l'affaire était conclue. Madame Latham, dont le courage moral face au thé est irréprochable, mena la charge. « Je déclare », annonça-t-elle à un cercle d'auditeurs dans le salon. « Je l'ai vu rôder près de l'estrade à 2 reprises. » Être rôdeur est toujours criminel, et plus encore lorsqu'il est question de Lys. C'est un homme qui déteste la gaieté. On le voit à la crispation de ses mâchoires. Il déteste qu'on leur rappelle que d'autres n'ont pas vu ce qu'ils ont vu. Et ses gants, pas du tout la couleur d'un gentleman. Mademoiselle Denholm, caressant ses belles mains, apporta un détail. Il m'a croisé dans le couloir de service à 25h10. J'ai senti une odeur de liniment. Je me suis dit qu'il avait accompagné les musiciens, leur conseillant de jouer quelque chose en rythme de marche, ce qui lui ressemblerait parfaitement. Elle sourit pour faire effet. Mais maintenant,
Je comprends que c'était pour masquer une odeur plus sinistre. Sir Rowland Black, qui n'avait aucune affection pour le colonel Stretton, ne dissipa pas l'idée. Il a l'air d'un homme qui se mêle de tout, dit-il sèchement, toujours dans l'embrasure d'une porte, à la bloquer. Je me méfie des hommes qui ne savent pas s'asseoir. Que le colonel lui-même, au déjeuner, ait grondé Madame Latham pour ses gloussements et exigé de la moutarde avec une aigreur qui aurait surpris un serveur de messe, n'arrangeait rien à sa cause. À 15 heures, la salle avait atteint cette curieuse unanimité qui est l'exact opposé de la vérité. Tout le monde était d'accord, et donc tout le monde avait tort. Poirot, qui n'avait été nulle part et partout depuis le petit déjeuner, apparaissant à mes côtés pour me demander si j'avais remarqué le fil sur la 3e marche, disparaissant dans les pièces de service pour converser avec une femme de ménage, réapparaissant dans la bibliothèque pour mesurer la distance entre le fauteuil et le tapis du foyer, accueillit la nouvelle orthodoxie avec un soulagement presque comique. « Ah, admirable !» s'écria-t-il lorsque je lui ai répété la dernière version dans la galerie. « Nous avons au moins une fausse piste. Sans elle, le ragoût manque de saveur. »« Tu n'y crois pas ?» Il me regarda avec une compassion qui m'aurait peut-être offensé si elle n'avait pas été si tendre. « Mon ami, tu crois ? Je suis content que d'autres le croient. Laissons-la grandir. Bientôt elle sera trop grosse pour être avalée. » La police locale choisit ce moment pour arriver, comme pour accrocher le poisson. Le sergent Timbleby, un homme carré et prudent, avec la manière d'un policier de remplir une pièce, fut admis auprès de Lady Eugenia, ainsi que le médecin, M. Penrith, un petit homme chauve et épuisé qui sentait l'éther et la bonne volonté. Poirot et moi fûmes conviés à y assister. Le colonel Stretton aussi à son grand dam. Lady Eugenia se redressa derrière un secrétaire qui aurait pu servir à délivrer des mandats. « Sergent, » commença-t-elle avec une concision cinglante, « il y a eu hier soir une tentative d'empoisonnement de mes invités avec une substance dissimulée parmi les lys de l'estrade, à 11h moins 20 précises. Monsieur Poirot l'a découverte et a empêché tout acte répréhensible. Je vous demande d'expulser de ma maison toute personne responsable. » Le sergent Timbleby prit un carnet. « Oui, madame. J'ai ici les dépositions de monsieur Val, de monsieur Keel et de ce dont monsieur Barnes se souvient, entre l'évanouissement et le cognac. On parle d'une bouteille, d'un vaporisateur et de poudre. J'ai amené le docteur Penrith pour qu'il me dise ce que cela pourrait être. » Le docteur jeta un coup d'œil à la carafe dans laquelle Poirot avait enfermé la fiole. Il renifla judicieusement, puis recula brusquement, les yeux humides. « Seigneur, il y a une odeur de quelque chose, de chloro quelque chose. Non, pas tout à fait. Plutôt comme le produit volatile qu'on utilise parfois pour nettoyer le métal. Je n'aime pas ça. En grande quantité, dans une pièce, eh bien, ça provoquerait une grande détresse, peut-être même un évanouissement. Dans certains cas, une inhalation prolongée pourrait être dangereuse, mais c'est du produit amateur, pas du phosgène, pas du chlore. Quelque chose de plus domestique. »« Domestique » répéta dame Eugénia d'un ton qui laissait entendre qu'elle trouvait le foyer aussi suspect que la potence. « Et qui, sergent, selon vous, est responsable ?» Le sergent s'éclaircit la gorge. « On raconte que le colonel Stretton connaissait les gaz, madame, et on a retrouvé ses marques de gants sur la rampe de la terrasse. Et mademoiselle de Nolme l'a aperçu dans le couloir peu avant l'heure. » Les yeux du colonel Stretton lancèrent des éclairs. « C'est absurde, » dit-il. « Je ne distingue pas votre muguet de votre lys de Langtry. Je me suis tenu près de la porte parce que je préfère voir les issues. J'ai emprunté le couloir de service parce que je cherchais un courant d'air. Je ne peux plus respirer avec cette manie moderne de fermer les fenêtres. Quant à la rampe, oui, je m'y suis appuyé, car ma jambe, comme chacun sait, est une malédiction depuis Lucknow. Croyez ce que vous voulez, mais ne m'insultez pas avec des fleurs. Votre motivation est riche, colonel, lança madame Latham depuis le seuil, où elle rôdait, n'ayant pu résister au drame ou n'y ayant été invitée par personne. Vous désapprouvez les extravagances de Lady Eugénia, et les hommes aux moyens limités ont tendance à commettre des crimes. Madame, dit le colonel,
Mes moyens sont suffisants pour vous acheter et vous mettre dans un placard jusqu'à ce que vous cessiez de bavarder. » « Assez, » dit sèchement lady Eugenia. Poirot n'avait pas parlé, mais ses yeux étaient partout, sur les chaussures du colonel, épaisses, de bonne facture, en cuir neuf, sur le crayon buvard du sergent, bon marché, sur les mains du médecin, avec une légère tache brune à la couture de l'index. Il dit alors, très doucement, « Sergent, avant que vous ne soyez tenté par le ridicule, je vous prie de bien vouloir prendre le temps. Le temps est le garde du corps de la vérité. Colonel, à 10h40 précises. Où étiez-vous ? » « À la porte du grand hall, » répondit promptement Stretton, face à la pièce, regardant l'horloge, envoûté par la musique. Demandez à n'importe qui. Le sergent Timbleby gratta. « Monsieur Keel dit qu'il vous a vu là-bas, monsieur, quand l'horloge a sonné la demie. »« Et les 40 ?» demanda Poirot d'un ton aimable. Keel, convoqué et interrogé, fut précis. Le colonel Stretton était à la porte à 10h30. À 10h35, il est entré dans le couloir en disant que l'air était vicié. À 10h40, pensa-t-il, je portais un plateau de verre. Je ne saurais le dire. Mademoiselle Denholm ? Poirot se retourna. Elle fit sa petite moue. À 25 ans, comme je l'ai dit, il m'a croisé dans le couloir. À 40 ans, j'étais à l'autre bout de la pièce, avec M. Val, qui me racontait une histoire ridicule à propos d'un électricien. « Ridicule, mademoiselle ? Les électriciens sont toujours ridicules, » dit-elle gentiment. « Ils n'arrivent jamais à temps. » M. Val, entré d'un air indispensable, salua la salle. « Si je dois être mêlé à tout cela, permettez-moi de préciser que j'ai parlé à mademoiselle Denholm à, voyons, 10h37, peut-être 38. Ensuite, je suis allé voir les musiciens. Le câblage des lanternes supplémentaires a déclenché l'interrupteur, ce qui était fâcheux. J'ai franchi la porte de service pour accéder au placard. Je n'aurais pas pu être près de l'estrade à 40 heures. « Vos gants ?» demanda Poirot avec désinvolture. Monsieur Val les sortit de sa poche avec un sourire d'excuse. « Gris, oui. Infâme, dirait madame Latham. Mais pour manipuler des filles, on ne porte pas de blanc. »« Colonel, » dit Poirot. « Vos gants ?»« Bruns, » rétorqua le colonel. Il les repêcha. Ils étaient bel et bien bruns, pas gris. J'ai porté du gris cet après-midi. Le brun plus tard. Ça ne cadre pas avec votre histoire, n'est-ce pas ? Le sergent Timbleby cligna des yeux. « Mademoiselle Denholm, êtes-vous sûre de votre couleur ?» Elle rit. « J'observe le parfum et la posture, sergent. Pas les gants. C'était un couloir. Je suis passé rapidement. » Poirot écarta les mains. « Vous voyez, colonel, vos ennemis battent déjà en retraite. Et vos chaussures ?» Il désigna du doigt. « Cuir neuf. Le coup de pied est intact. Hastings a vu une empreinte près du lac avec une pièce usée sous le coup de pied droit. Elle ne vous appartient pas. »« Merci, » dit le colonel sans grande grâce. « Suis-je libéré de ces absurdités ? » ?»« Presque, » dit Poirot. « Encore une question. Vos connaissances sur les gaz sont-elles à jour ? J'ai pris ma retraite avant que les sciences de la dernière guerre ne deviennent un sermon de curé, » répondit le colonel. « J'en sais assez pour savoir que ce n'était pas un gaz grave, un truc de femme, un truc du garde-manger qui ferait tousser un homme et défaillir une femme de chambre. »« Un tour de femme, » murmura Poirot, et son regard, l'espace d'un instant, se posa sur lady Eugenia. Il revint aussitôt, aussi doux qu'un chat. Le sergent Timbleby, qui avait espéré, je crois, une arrestation qui ferait un joli paragraphe dans le annonceur de Danbridge, l'air découragé. « Très bien, » dit-il résigné. « On ne va pas s'en prendre à qui que ce soit. Je vais prendre les dépositions et mettre sous clé ce flacon et ce vaporisateur pour qu'ils soient envoyés à Reading pour analyse. Personne ne doit partir, madame. Docteur, vous surveillerez les domestiques pour déceler tout symptôme. Je garderai un œil sur ma maison, » dit lady Eugenia d'un ton qui ne permettait aucun second regard. La conférence fut interrompue. Madame Latham s'éloigna, déçue, comme un enfant à qui l'on a promis des feux d'artifice et donné du sucre d'orge. Le colonel Stretton s'éloigna en marmonnant quelque chose à propos des imbéciles élevés en temps de paix.
Vail s'attarda suffisamment longtemps pour informer Lady Eugénia que l'électricien était un menteur et l'avait toujours été. Puis il disparut comme une fumée. Dans les escaliers, Poirot gloussa. « Tu es content ?» demandai-je. « Énormément. Chacun a maintenant révélé une partie de lui-même. Le colonel franc, honnête, plein de ressentiment. Ce n'est pas notre meurtrier. Madame Latham, avide de scandale. Elle jette toujours ses mots comme du riz à un mariage. Mademoiselle Denholm, qui se représente à chaque porte qu'elle franchit. Elle soigne ses souvenirs pour flatter sa ligne. Et Monsieur Val, ah celui-là, il écrit des alibis comme d'autres écrivent des chèques. Il paie des factures. Il s'attend à ce qu'elles soient acceptées. Nous nous dirigeâmes vers la longue galerie où les portraits grimaçaient à l'huile. « Vous avez remarqué, poursuivit Poirot, combien Val se trouve souvent là où une explication s'impose. Chez les électriciens, chez les musiciens, chez le fleuriste. C'est un dissolvant universel, il dissout les obstacles. De tels hommes se croient indispensables, et donc au-dessus des règles. Alors c'est lui l'homme? Non, ou pas encore. Remarquez bien, l'avertissement adressé à mademoiselle Greer vient de quelqu'un qui connaît le nom du garçon et porte des gants gris. Cela suggère Vail, mais le message insiste pour qu'elle ne soit pas seule à 10h40. Vail avertirait-il sa propre proie? Ce n'est pas un plan élégant, à moins que... Le regard de Poirot s'éloigna, à moins que le plan ne nécessite un avertissement. Pour créer des témoins, pour s'assurer qu'une certaine personne soit conduite à un certain endroit par une certaine autre. Mais ce ne sont que des spéculations. Revenons aux faits. Il m'attira vers la fenêtre qui donnait sur la terrasse, et avec la patience d'un maître d'école, égrena les heures comme des compteurs. À 10h30, la demi-heure sonne. Il faut utiliser le brumisateur, mais il n'y a pas de brumisation. Nous sommes intervenus avec notre superstition cueillant les lys. Entre 35 et 40 heures, l'estrade n'est déserte que quelques instants. Vail réclame les musiciens. Denholm s'admire. Le colonel cherche l'air. Sir Rowland. Où est Sir Rowland à 40 heures? Sur la terrasse, je crois, dis-je. Il est sorti à la fin de la valse. Il est revenu les joues rouges. Et avec madame Latham à mes côtés. Très bien. Alors posez-vous cette question. Si un nuage de vapeur s'élevait à 10h40, qui serait le plus proche? La maîtresse sur son estrade. Le serviteur à l'urne. Barnes, s'il avait embué. La personne s'approchant pour un mot à la minute convenue. Il me regarda. Qui avait rendez-vous à 10h40? Je ne sais pas, ai-je avoué. Moi non plus, dit-il joyeusement. Mais quelqu'un l'a fait. La cire sur l'horloge, c'est une cloche qui ne sonne que pour ceux qui écoutent. Et certains ont écouté. Nous fûmes rejoints à l'improviste par Phoebe Greer. Elle paraissait moins abattue. La peur, lorsqu'elle s'installe chez les jeunes, peut se transformer en résolution. Et elle avait maintenant cet air, le courage de savoir que c'est un piètre substitut et de le choisir quand même. « Monsieur Poirot, dit-elle doucement, ma tante est avec son notaire au petit salon. Monsieur Vail a pris rendez-vous. Je pensais que vous devriez le savoir. Son avocat. » Poirot haussa les sourcils. « En pleine enquête? Tiens, c'est soit de la bravade, soit de la stratégie. Mademoiselle, une question. À 22h40 hier soir, aviez-vous promis de rencontrer quelqu'un? À côté de l'estrade, ou tout près? » Elle rougit. « Non, mais... » Elle hésita. « Monsieur Julian Tavistock a demandé à me parler. Il a dit qu'il ne fallait pas être observé et que l'horloge couvrirait nos voix. Il est aimable, ajouta-t-elle précipitamment, et il voulait me rassurer sur une affaire que je lui avais confiée. Quand le valet de pied est tombé, je n'ai pas honoré le rendez-vous. »« Julian Tavistock, murmura Poirot. Nous avons négligé notre cousin mélancolique. Il reste assis si immobile qu'on dirait un meuble. Et un meuble, Hastings, c'est ce que les hommes oublient, jusqu'à ce qu'ils trébuchent dessus. » Lorsqu'elle fut partie, Poirot réfléchit. « Voyez comme notre harengue rouge est jolie.
Le colonel, avec ses gants et sa boiterie, nage gaiement devant les yeux. Derrière lui, d'autres glissent. Monsieur Julian, un poisson triste. Sir Rowland, un poisson gras, lourd dans l'eau. Monsieur Val, les anguilles sont lisses. Elles vivent dans les égouts. Elles sont difficiles à attraper. Je n'ai pas pu retenir un rire. Et Lady Eugénia? Qui est-elle? C'est elle la pêcheuse, dit doucement Poirot. Elle possède la rivière. Vers le soir, une scène se produisit qui, si elle ne prouve rien, illustre parfaitement l'état d'esprit d'une maison sous tension. Monsieur Julian Tavistock, sortant du petit salon, fut abordé par Sir Rowland au pied de l'escalier. Des mots fusèrent, d'abord à voix basse, puis plus fort, puis si fort que nous fûmes tous interpellés. « Ne vous mêlez pas des affaires qui ne sont pas les vôtres, » dit Sir Rowland, son gros visage désagréable. « Quand les affaires menacent ceux que j'estime, » dit Julian d'une voix qui aurait pu être belle si elle n'avait pas été épuisée, « je m'en mêle. »« Vous tenez à l'argent, » grommela Sir Rowland. « Vous n'en avez pas, vous le cherchez. » Les joues pâles de Julian s'empourprèrent. « Et tu me méprises parce que tu as de l'argent et personne pour t'aimer. » La voix glaciale de dame Eugénia parvint d'en haut. « Messieurs !» Ils se séparèrent aussitôt, comme des écoliers. Poirot, qui s'était rapproché pendant l'échange, se baissa et ramassa sur l'escalier un éclat de cire, presque invisible, qui s'était détaché d'une main. Il le tint une seconde, puis le glissa discrètement dans sa poche. Plus tard, dans le silence précédant le dîner, il me l'a montré dans notre salon. « De l'horloge, » a-t-il dit. « Touché, puis transféré. Peut-être d'une manchette, peut-être d'un doigt. La cire nous dit qui a écouté les 40 minutes. Nous comparerons. Mais d'abord, nous allons visiter le salon. » Le petit salon était désormais vide, mais il conservait l'odeur rance du vieux papier et des nouvelles décisions. Sur le buvard reposait un cheveu unique, argenté, fin et courbé. Poirot le souleva avec un coin d'enveloppe et sourit. « Lequel de nos poissons perd ses plumes argentées ?» demanda-t-il. « Lady Eugénia, dis-je. Et peut-être Sir Rowland. »« Monsieur Keel, rétorqua-t-il. Ne soyez pas romantique. Mais voyez-vous ce que cette fausse piste a accompli, Hastings? Tandis que tout le monde pointe le colonel du doigt, le courant a changé. L'avocat arrive, le testament se rapproche. Un rendez-vous à 10h40 pointe le bout de son nez. Bien. Que la maison continue de croire en son soldat. Demain, nous pêcherons quelque chose de moins évident. Il resta longtemps près de la fenêtre, à regarder les dernières lueurs disparaître des pelouses. Lorsqu'il parla, c'était presque pour lui-même. « Il y en avait 2 hier soir, » dit-il doucement. L'un préparait, l'autre prévenait. L'avertissement, s'il s'agissait de sauver une vie, était tardif et maladroit. S'il s'agissait de s'assurer des témoins, il était rusé. Nous devons décider si notre bienfaiteur est bienveillant. Et s'il ne l'est pas, alors, dit Poirot, la salle de bal au visage vide paraîtra vraiment bondée. Chapitre 6. D'autres mensonges font surface. Le lendemain d'un scandale est une mince couche de glace sur un fleuve en mouvement. À Denbridge Hall, chacun marchait avec délicatesse, souriant davantage, parlant moins et jetant des coups d'œil aux horloges comme si le temps lui-même avait été compromis. La maison vaquait à ses occupations, mais chaque porte se refermait doucement et chaque couloir semblait s'éloigner de la salle de bal, devenue un sanctuaire de suspicion. Ce fut Keel, précis comme toujours, qui fit la première apparition à 9h10. Il s'approcha de Poirot dans la salle à manger et déposa sur le buffet une petite enveloppe carrée. « Ceci a été trouvé, monsieur, sous le chemin de table de la console, près des portes de la salle de bal. Une servante l'a découvert en retournant le tissu. Adressé à Mademoiselle P.G. De la même écriture, je crois, que le précédent. » Poirot regarda l'enveloppe sans la toucher. « Où exactement, sous le porte-document ? » ?»« Près de l'extrémité gauche, monsieur, le plus près des porte-fenêtres. » « Bon. » Poirot enfila ses gants avec cette minutie qui fait passer même les détectives pour des médecins et sortit le mot. Nous nous penchâmes dessus. L'écriture était la même, petite et disciplinée, qui,
nous avait convoqués au bal. Encore une fois, ne restez pas seul à 10h40. Placez-vous là où tout le monde peut vous voir. Ne vous fiez pas aux messages privés. Les lys ne sont pas le seul réceptacle. Phoebe Greer était entrée discrètement et se tenait maintenant près de la porte, sa pâleur revenue. « Pour moi, dit-elle, mi-interrogative, mi-reconnaissance. « Pour vous, dit Poirot, et nous vous obéirons, pour le moment. » Il plia le billet et le remit en place. « Keel, qui avait affaire près de la salle de bal hier soir après 22 heures. » Keel réfléchit. Madame Henby inspecta les fleurs à 9h45, puis ferma le placard de service à clé. Monsieur Vail s'entretint avec les musiciens de leur départ et sortit par l'entrée latérale à 10h05. Le colonel Stretton parcourut le grand hall jusqu'à 10h30, puis se retira. Sir Rowland retrouva un monsieur de son bureau à la bibliothèque à 10h. Lady Eugénia s'entretint avec son avocat dans le petit salon jusqu'à 11h. Monsieur Julian, sa bouche se pinça légèrement, erra. « Et toi, Keel ? Je vois que les feux sont éteints, monsieur, et les portes verrouillées. J'ai dépassé la salle de bal à 10h20. Il n'y avait personne à l'intérieur. J'avoue que je n'ai pas soulevé le courrier pour aller chercher des messages. » Poirot s'inclina légèrement. « Aucune maison ne pourrait l'exiger. Dites à Barnes de m'apporter le vaporisateur. » Barnes arriva, solennel comme un sacristain. Le vaporisateur, qui avait été confisqué par le sergent, lui fut rendu à la demande de Poirot. Pour comparaison. Poirot examina à nouveau l'embout, renifla délicatement et sortit un fin morceau de papier filtre de son portefeuille. Il l'humecta contre le laiton et le tint un instant. « Tu vois, Hastings, plus de scintillement. Le volatile a disparu. Ce qu'il contenait hier soir s'est évaporé. Notre analyse à Reading nous donnera un nom, mais la chronologie, elle est déjà la nôtre. » Il se tourna vers Barnes. « À quelle heure hier avez-vous vaporisé les fleurs avant le bal ?»« À 4h, monsieur, à leur arrivée. Juste de l'eau alors, à 6h, comme l'avait ordonné Madame Hanby. Après cela, monsieur Vail n'a plus rien dit jusqu'à la demi-heure du bal. »« Exactement, » dit doucement Poirot. « Et qui a manipulé le vaporisateur après 6h ?» Barnes parut troublé. « Il était près de l'estrade, monsieur. Madame Hanby a rangé. J'ai brossé le sol. Monsieur Vail l'a dissimulé derrière le piédestal, car il disait qu'il ressemblait à une bouteille de plombier. Madame est passée plusieurs fois. N'importe qui aurait pu le toucher. »« N'importe qui, » murmura Poirot. « C'est comme ça qu'un menteur aime ça. » Nous fûmes interrompus par une silhouette dans l'embrasure de la porte. Monsieur Léonard Vail, aussi élégant que d'habitude, la bouche souriant sans « plaisir ». « Pardonnez-moi, Lady Eugénia » cria-t-il derrière lui, puis il entra seul parmi nous. « Monsieur Poirot, le sergent a demandé les listes de toutes les livraisons. J'ai donné des instructions au bureau. En attendant, je dois corriger un léger malentendu. Quelqu'un, son regard était clair et dur, a suggéré que j'ai inventé un électricien pour justifier mon absence au moment crucial. Je tiens à ce que l'on sache que Mafflin & Coban de Reading a envoyé son homme, W. Pike, hier après-midi à 16h30 puis à 19h15. Je lui ai parlé dans le placard de service à 10h37 précise, pour confirmer le retrait d'une lanterne errante de l'estrade d'orchestre. Vous pouvez le lui demander. » Poirot parut ravi. « Mais je ne lui demanderai pas, monsieur Vail. Je vous demanderai de le décrire. » Vail cligna des yeux. « Décrivez-moi. » Taille moyenne, cheveux blonds, salopette avec le nom brodé, mains sales, comme vous vous en doutez. Et son prénom ? William ou Walter, quelque chose de commun. Poirot se tourna vers Keel. « Nous appellerons Mafflin et compagnie, s'il vous plaît. » Keel s'éloigna. Le sourire de Vail demeurait, mais on pouvait le voir le maintenir. « Je ne suis pas votre ennemi, monsieur Poirot, » dit-il. « Je gère une maison difficile. Je suis habitué à la suspicion. C'est le prix à payer pour être utile. »« Mais oui, » dit Poirot aimablement. « L'homme utile, il prend sur lui l'ombre des autres. » Il marqua une pause. Une seule question. La poudre de conservation. Pourquoi avez-vous dit à Madame Hanby qu'elle venait du fleuriste alors que celui-ci le nie ? Le regard de Vail ne vacilla pas.
Parce que ça vient bien du fleuriste par l'intermédiaire de son fils. Un petit pli de papier, sans marque. Si Durnford nie, il ment pour protéger son fils. Ou pour vous protéger, dit Poirot, très doucement. Une minute plus tard, Keel revint avec un message. Mafflin & Co. regrette, lut-il. Ils n'ont aucun employé nommé Pike. Aucun appel n'a été passé à Denbridge Hall ce soir-là, ni aucun autre soir de ces 2 semaines. Leur dernière visite remontait au mois d'août pour régler un régulateur. Le visage de Vale resta inchangé. Seules ses mains le trahirent, un poing à moitié ouvert, puis refermé. Alors, l'homme a été envoyé par un autre entrepreneur, dit-il rapidement. Je vais le localiser. Faites-le, dit Poirot. C'est gentil de continuer à payer un fantôme. Quand Vale fut parti, je ne pus m'empêcher de m'exclamer. Pris. Touché, dit Poirot. Pas pris. Vous voyez, Hastings, il ment avec une grâce professionnelle, précis quand cela le flatte, vague quand cela le limite. Brochet, Mafflin, 10h37, des noms et des chiffres jetés comme des cartes. Mais le jeu ne tient pas. Lady Eugénia nous rejoignit, mince et impérieuse dans sa soie sombre. Vous semblez amusé, monsieur Poirot. Je suis instruit, madame. Par quoi? Parce qu'il est plus facile d'inventer un électricien que son employeur. Pardonnez-moi, la nature humaine m'amuse. Cela m'aide à rester poli. Ses yeux se refroidirent. J'accorde de l'importance à la politesse, mais j'accorde encore plus d'importance au résultat. Et cette deuxième note? Il revendique à nouveau la minute exacte, a déclaré Poirot, et avertit que les lys ne sont pas le seul vaisseau, nous l'avons déjà appris. Il indique à mademoiselle Greer de se placer là où tout le monde peut la voir. C'est logique si l'on pense qu'elle est la cible. Mais il existe peut-être un objectif plus subtil, s'assurer que d'autres se placeront à des endroits prévisibles. Tu veux dire rassembler les joueurs autour du plateau, dit-elle en tournant vivement le poignet. Justement, dit Poirot, et je propose, madame, d'aider notre bienfaiteur. Elle le fixa du regard. Tu proposes? Un petit arrangement. Nous dînerons un peu plus tôt ce soir. À 10h35, nous demanderons publiquement à l'orchestre de retourner dans la salle de bal pour répéter une courte gavotte pour demain. À 10h40, vous demanderez publiquement à Barnes de cueillir un lys pour vous. Simultanément, Keel annoncera à la porte que Sir Rowland est appelé au téléphone depuis Londres, qu'un messager attend le colonel Stretton, que la voiture de Madame Latham est arrivée pour la ramener chez elle, et qu'un visiteur attend Monsieur Julian dans la petite bibliothèque. Bref, nous ferons sonner 4 horloges à la fois, et nous verrons qui obéira à l'une d'elles. Lady Eugénia haussa les sourcils. Une pièce de théâtre. Une pièce bien ennuyeuse, dit Poirot. Personne ne sera assassiné, mais j'observerai. Elle le soupesa. Très bien. Mais si ma maison doit servir de scène, j'insiste pour être consulté sur le décor. Toujours, dit Poirot en s'inclinant. La journée s'éternisa avec la lenteur particulière d'une maison sous ordre. On feignait de lire, d'écrire, de faire la sieste, et on ne faisait rien de tout cela. Sir Rowland, contrarié dans son désir de partir, rôdait comme un ours indiscipliné. Le colonel Stretton polissait une canne et observait le temps. Madame Latham composait 3 lettres et en déchirait 2. Mademoiselle Denholm se répétait des expressions dans un miroir et se fixait sur un intérêt marqué par le péril. Julian Tavistock s'égarait et évita mon regard. À 8h15, Poirot m'envoya porter un message discret à Keel et à Barnes. À 9h, il eut une conversation très brève et très courtoise avec l'agent de police posté à la porte, puis une autre avec le jardinier auxiliaire dont les bottes étaient si propres que j'en conclus qu'il ne jardinait pas du tout. À 10h, il inspecta la grande horloge de la salle de bal et, avec la permission de Keel, effaça la trace de cire du cadran d'un simple tour de soie. « Nous n'entendrons plus de carillon pour les initiés, » murmura-t-il. « Ce soir, l'heure sera entendue par les sourds, et les aveugles, s'ils sont coupables, la verront. » À 10h30, la salle se rassembla dans la salle de bal, avec l'air de personnes convoquées pour un sermon.
Les lumières étaient en plus tamisées que la veille, les lustres tamisés par 2 coups pour la répétition. Le sol brillait. L'estrade paraissait à nouveau innocente sans son urne, déplacée sur ordre explicite de dame Eugénia vers la table du fond, où elle dominait néanmoins. Poirot se tenait près de la porte-fenêtre, les mains croisées derrière le dos, une expression de simple plaisir sur le visage. « Écoute, Hastings, » murmura-t-il, « lieu et minute. C'est un quadrille. » Keel sortit du couloir, consulta sa montre avec ostentation et éleva la voix. « Sir Rowland Black, Londres vous souhaite une visite au téléphone, à l'instrument de la bibliothèque. » Sir Rowland sursauta, fronça les sourcils et se dirigea vers la porte. Poirot le suivit du regard. « Colonel Stretton, » continua calmement Keel, « un messager de Reading avec des dépêches. » Le colonel se raidit, jeta un regard à Lady Eugénia, puis se dirigea vers le hall latéral où n'importe quel messager l'attendrait. « Madame Latham, » entonna Keel, « votre voiture est arrivée. » Madame Latham se dirigea vers l'entrée principale, puis, après y avoir réfléchi, revint en arrière pour voir qui d'autre voulait y aller. « Monsieur Julian Tavistock, » termina Keel, « un visiteur vous attend dans la petite bibliothèque. » Julian, qui s'était appuyé contre le mur comme si le plâtre l'empêchait de tomber, devint blanc puis rose, redressa sa cravate et s'éloigna à une vitesse que la mélancolie n'exige pas souvent. À ce moment-là, Lady Eugénia, sur son estrade, leva la main. « Barnes, cueille-moi un lys. » Barnes, pâle mais calme, s'approcha de l'urne sur la table la plus éloignée. L'horloge, polie et purgée de son signal privé, frappa la mi-temps avec une impartialité nette. C'est alors que le petit piège poli s'est fermé, non pas avec un claquement, mais avec une légère pression, comme une main sur un poignet. 2 mouvements le trahirent. Le premier était celui de Vell. Il se tenait, discret et essentiel, dans l'ombre près de l'orchestre. Sur l'ordre de Lady Eugénia, il tourna brusquement la tête, non pas vers l'urne sur la table d'appoint où Barnes tendait maintenant la main, mais vers le piédestal vide sur l'estrade, où la veille au soir, les lys avaient trôné. Il se reprit aussitôt et détourna le regard. Mais il avait regardé là où la culpabilité attendait le danger. La seconde était plus subtile. Mademoiselle de Nolme, qui avait feint l'ennui, fit un pas involontaire, non pas vers la musique, ce qui aurait été naturel pour une actrice, reconquérant la scène, mais vers les portes-fenêtres, un chemin qui menait, si l'on songeait aux itinéraires et aux habitudes, à la terrasse et au virage près du lac. Elle se retint, força un sourire et se dirigea vers un miroir. Le souffle de Poirot me toucha l'oreille. Les habitudes, Hastings. Les gens fuient le long des sillons creusés par leur conscience. Barnes cueillit le lys. Rien ne se passa. L'air ne respirait que son parfum pur. Lady Eugénia dit, légère comme de la dentelle, « Merci, Barnes. » L'orchestre, avec une confusion admirable, tenta une gavotte qui sonnait comme un hymne. Keel, solennel comme un juge, se retira vers les portes. Sir Rowland ne revint pas. Le colonel Stretton revint, rapidement, la mine renfrognée. Madame Latham hésita sur le seuil, puis décida qu'aucune voiture ne pouvait être meilleure compagnie que le scandale. Julian, 10 minutes plus tard, revint, les lèvres pincées et les yeux étrangement brillants. Il évitait Phoebe. Il évitait tout le monde. Quand l'horloge sonna 11h moins le quart, Poirot s'inclina devant Lady Eugénia. « Merci. » La répétition est terminée. Puis, d'une voix qui me parvint jusqu'à moi, « Allons à la bibliothèque. » Nous avons trouvé Sir Rowland à l'appareil, le combiné à la main, le visage empreint de colère. « Personne n'a appelé de Londres, » a-t-il dit. « À quel jeu s'agit-il ?»« Un bon coup, » dit Poirot d'un ton aimable. « Pardonnez le mensonge, il a été dit dans l'intérêt de la vérité. » Il jeta un coup d'œil à la rangée de sonnettes murales. Seule la lampe de la bibliothèque était allumée. « Vous êtes arrivé promptement, Sir Rowland. C'est un bon signe. Le colonel Stretton est revenu promptement. C'est un bon signe aussi. Madame Latham, elle ne résiste pas à une diligence. Et Monsieur Julian ?
Il se retourna car Julian nous avait suivis. Vous êtes allé à la petite bibliothèque. Julian essaya de sourire. J'ai obéi au majordome. Bien sûr. Qui t'attendait là-bas? Personne. Pourtant tu es entré. Oui. Il déglutit. J'espérais... Il s'interrompit. Pour un mot, dit doucement Poirot. Un mot à 10h40, peut-être, qui vous indiquerait où vous tenir ou où pas se lever. Vous êtes un homme habitué à attendre des instructions, monsieur Tavistock. Cela vous donne un semblant d'action. Sir Rowland explosa. Allons-nous nous laisser insulter par cet étranger pendant des heures? Encore 2 minutes, dit Poirot, et il retourna dans la salle de bal où les autres, appelés par une curiosité qui prend le pas sur la dignité, s'étaient dérassemblés. Vous avez magnifiquement joué vos rôles, dit-il, et il parvint tant bien que mal à en faire un compliment. Nous avons appris à vous mouvoir quand l'horloge vous appelle. Monsieur Vell regarde d'abord où se trouvaient les lys hier, et non où ils se trouvent aujourd'hui. C'est une habitude d'esprit, le régisseur qui ne peut changer de décor. Mademoiselle Denolme se dirige vers la terrasse, le lieu du rendez-vous chuchoté de la veille. Monsieur Julian cherche la petite bibliothèque, car on lui a appris que les notes y résident. Et Sir Rowland, souvent accusé d'orgueil, intervient aussitôt lorsque les affaires l'appellent. Nous éliminons donc une accusation et posons 3 questions. OMS a écrit le 2e avertissement, OMS remplit l'atomiseur, et TOMS. Vous avez pris rendez-vous à 10h40, ce qui nécessitait l'aide de